n'a pas pu prendre le bus qui devait la ramener à Melesse. Donc elle sera a priori dans le prochain bus, mais je pense qu'elle ne nous rejoindra pas compte tenu des horaires. Voilà, donc elle n'a pas eu le temps de vous faire parvenir un pouvoir. Donc elle est notée absente, mais si vous l'acceptez, excusez. Les conditions de quorum étaient remplies. Donc je vais pouvoir ouvrir la séance en demandant à M. Martin de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur Claude Chavel. Présent. Monsieur Alain Henry. Présent. Madame Sophie Ledoyan Kéméki. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Gisèle Martin. Absente excusée, à donner pouvoir à Mme Sylvie Birol. Madame Marie-Edith Massé. Présent. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Madame Françoise Loret. Présent. Monsieur Mathieu Genches. Présent. Madame Liane Mestri. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Birol. Monsieur Michel Lauré. Madame Béatrice Gallet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Jules. Absent excusé et à donner pouvoir au maire, à Claude Chavel. Madame Florence Boulet. Il est excusé à donner pouvoir à M. Alain Maury. Monsieur Laurent Pellet. C'est excusé et à donner pouvoir à Mme Sophie Gaillard. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Présente. Madame Séverine Gauguin. Présente. Madame Élise Terpier. Excusé à donner pouvoir à M. Michel Lauré. Madame Lisa Clinet. Excusé à donner pouvoir à M. Mathieu Gentes. Madame Isabelle Le Marchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Ferrer. Présent. Madame Christelle Renaud. Absent excusé donc. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Bien, merci. Je sollicite un minimum de fonction secrétariat de séance. Il n'y a pas d'opposition. Merci. Une note de secrétariat, si on vient les transmettre à la Madame Pirol. Monsieur Ferrand, je pense que vous avez oublié de me dire quelque chose. De nous dire quelque chose. Autant pour moi. Donc, comme la fois dernière, le groupe Ensemble pour Melesse se propose de filmer la vidéo, enfin le conseil municipal de ce soir en direct. Voilà. Bien, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les prises de vue doivent être des vues d'ensemble. Monsieur le maire, prenez l'initiative de le faire vous-même à ce moment-là. Ce sera très bien fait, j'en suis certain. Je ne vais comme pas commencer par rappeler les règlements, les articles du règlement. Non, monsieur le maire, intérieur, mais monsieur on Margot. peut être un peu intelligent. S'il vous plaît. Enfin, c'est l'article 14 du règlement Je intérieur. le connais mieux que vous, monsieur le maire. Oui, oui. Je l'ai appris par cœur. Vous connaissez mieux. Oui, complètement. Non. Tout du moins, on l'avait proposé un amendement. Voilà. J'entends pas. Nous l'avions proposé un amendement. Voilà. Après. Oui, mais c'est pas... Le fait de l'avoir proposé un amendement qui n'a pas été retenu n'autorise pas à ce que les prises de vue soient ciblées. Les prises de vue doivent rester, en application du règlement intérieur, des prises de vue d'ensemble. Voilà. Donc, vous avez constaté le mois dernier que c'était une vidéo qui n'était pas fixe. Mais ne pas être fixe et vue d'ensemble, il y a une différence. Ouais. Monsieur Margot. Monsieur le maire, vous utilisez pour la séance du conseil municipal un micro Oui. dont nous sommes dépourvus, ce qui pose un certain nombre de problèmes en qualité. D'accord, donc on peut demander un micro. Je laisse terminer votre... Ah si, vous me dites pas du tout. Vous m'avez interrompu pour me dire pas du tout. Vous êtes pourvu d'un micro pour parler et nous sommes nous-mêmes dépourvus de ce même micro pour parler. Serait-il possible que nous soyons placés sur un plan d'égalité? C'est ce que la règle doit fixer dans une telle assemblée, c'est-à-dire que nous puissions disposer des mêmes moyens pour nous exprimer que ceux qui sont les vôtres. Mais c'est vrai pour l'ensemble des conseillers, je ne le demande pas que pour moi-même, monsieur le maire. Le micro général est au milieu de la salle. Il sert à tout le monde, y compris à moi. Y compris à moi. C'est lorsque, pour assurer la police de l'Assemblée, je suis amené à hausser le ton, que j'ai souhaité avoir ce micro. Voilà. Ce n'est pas plus difficile que ceci.
propose de démarrer la séance. En commençant par la validation du procès-verbal de la séance du 19 octobre. Type des remarques. Bien, je considère donc que ce soir, le conseil municipal valide le procès-verbal de la séance du 19 octobre. Le premier point à l'ordre du jour, la présentation synthétique du rapport d'activité 2021 du SMICTOM Val-Cobraise. Monsieur Patrice Dumas. Ça fait bizarre toujours de présenter le rapport 2021, là, on est en train presque de terminer l'année 2022. Donc, vous avez le rapport, tout le monde l'a eu, c'est 55 pages, je donne en détail les activités du SMICTOM. Et sur la page de couverture, vous avez l'illustration de ce qu'est le vide déchetterie que j'évoquais tout à l'heure. Un bref rappel sur le territoire, un territoire très dynamique en population, puisqu'on compte actuellement presque 95 000 habitants et un taux d'augmentation d'à peu près 2,5% par an. J'ai souhaité la petite diapo suivante sur les kilomètres pour insister sur notre dépendance au carburant et au coût du carburant, puisqu'on consomme pratiquement 80 litres de carburant pour 100 km pour les véhicules de collecte. Et donc c'est un des points de vulnérabilité de vis-à-vis des augmentations de coûts de carburant qu'on a connues cette année, l'année 2021. Ensuite, en ce qui concerne la quantité d'ordures ménagères, on a des taux de collecte qui sont relativement faibles par rapport aux moyennes nationales, puisque on a en 2021 diminué à 142,6 kg par habitant le taux d'ordures ménagères dans les sacs de gris ou sacs noirs. Voilà, et donc c'est plutôt un bon résultat par rapport aux moyennes nationales qui sont soit 250 kg par habitant et par an. En ce qui concerne les emballages et papiers, on est autour de 40 kg par habitant et donc c'est un taux normal pour ce type de produits. On peut bien constater que ces produits peuvent bien moins lourds que les ordures ménagères, puisque on a l'impression des grosses quantités dans nos bases jaunes et d'avoir des petits sacs souvent. Effectivement, ça se traduit par des poids par habitant qui sont beaucoup plus faibles, alors qu'on a l'impression qu'on a surtout des emballages dans nos poubelles. En matière de déchetterie, on récupère pratiquement 60% des déchets collectés par le SMICTOM sur en déchetterie, 315 kg par habitant, et vous avez une répartition des traitements. Donc, la plupart est valorisée, à l'exception d'une partie des gravats qui doivent être encore enfouis et donc ils vont être soumis à des augmentations de la TGAP, de la taxe générale des activités polluantes. Je poursuis sur la prévention avec l'élaboration d'un plan local de prévention des déchets ménagers assimilés qu'on a validé début 2021 et commencer à mise en œuvre avec comme objectif principal de réduire nos quantités de déchets, des ordures ménagères principalement. On a un objectif de 30% de réduction, les déchets verts, l'enfouissement, parce que ça a des facteurs de coût importants pour les habitants, augmenter les taux de valorisation et diminuer la part des biodéchets. En fait, les biodéchets sont la piste la plus importante pour réduire nos déchets. Et les gens qui ne compostent pas ici je les incite à le faire pour réduire les poids de déchets. Donc on vend des composteurs aussi bien pour les particuliers que pour les collectifs. On équipe la plupart des collectifs du SMICTOM progressivement vont être dotés de locaux de compostage collectif, ce qui nécessite des organisations avec les habitants, puisqu'il faut toujours qu'il y ait des responsables de ces composteurs collectifs pour que ça puisse fonctionner bien. Et puis on poursuit la collecte du papier et des journaux avec une partie des recettes
qui sont associés, qui sont reversés aux associations de parents d'élèves qui sont engagés dans la démarche avec le SMICTOM. Voilà. En termes de bilan matière, on a 51 000 tonnes de déchets gérés par le SMICTOM. Je disais, je parlais tout à l'heure de 60%, c'est 57% émis dans les déchetteries. Les ordures ménagères correspondent à 26% et 16% de collecte sélective. Au sac jaune, j'ajoute le verre, le papier et les divers déchets collectés de cette façon-là. En valorisation, on valorise 82% des déchets, principalement des valorisations matières. On récupère du bois, on récupère divers matériaux, du verre, du papier, etc. La valorisation énergétique, nos déchets ménagers sont incinérés à l'usine de Tadin, et donc valorisés énergétiquement. De l'amendement organique, là c'est nos déchets verts qui sont amenés au centre de compostage et 30% au compost. Et donc le reste, c'est-à-dire les 17,8%, soit enfouis. Je parlais des gravats. Alors les gravats, c'est pas forcément des grandes quantités en termes de mètres cubes. Par contre, ça pèse très lourd, donc ça pèse aussi dans le budget. Et une élimination spécifique, là c'est pour les déchets dangereux, ce genre de déchets. En matière financière, l'année 2021 a révélé un très léger déficit de fonctionnement, principalement lié à l'augmentation du coût du carburant, comme je l'indiquais au début, a plombé un peu les dépenses du syndicat qui doit assurer son activité, quel que soit le prix du carburant. La capacité d'autofinancement a donc baissé de ce fait. On a augmenté les redevances en 2021 et d'ailleurs ça va se reproduire très probablement en 2022 avec des augmentations importantes encore sur ces aspects-là. Voilà, et donc une dette qui augmente un petit peu, qui a augmenté avec la réalisation d'un montant important pour la réalisation d'un programme d'investissement et qui reste raisonnable vis-à-vis de la capacité d'autofinancement du syndicat. Et puis en dernière diapo, le coût total par habitant des prestations de collecte et d'élimination revient à 75 €. Voilà, et si j'avais un dernier, un bilan donc sur l'année 2021, on a continué la convergence des services et des fonctionnements entre les deux précédents SMICTOM qui coexistaient, le SMICTOM de Forêt et le SMICTOM d'Illérance. On a passé en containarisation de tri sélectif. Vous avez dû être doté de bacs jaunes en remplacement des sacs jaunes qui coûtent cher chaque année. Et on a réduit le passage du collecte du tri sélectif. On a modernisé la déchetterie de Combourg, elle a été livrée. Le siège à Saint-Aignac a été étendu et livré. Et en matière de perspective, les travaux du pôle technique et de la déchetterie de Saint-Aubin-l'Aubigné sont en cours. On a un programme de déploiement de points d'apport volontaires pour les communes. Tout ça souvent dans le but de pouvoir passer à une collecte tous les 15 jours pour les ordures ménagères, comme le font de plus en plus de SMICTOM, après avoir étudié les avantages et inconvénients, mais je pense qu'on va aller vers là. Et le fait d'avoir des points d'apport volontaire dans toutes les communes peut donner une solution de délestage lorsque les ordures ménagères ne sont ramenées que les 15 jours. Les problématiques de redevance de non-ménagers qui restent à harmoniser sur les territoires du SMICTOM. Et puis l'acquisition de bennes à motorisation bio-GNV qui sont alimentées en partie par des unités de méthanisation que le SMICTOM alimente en pelouse, notamment à l'IFRE. Donc, le fait est que l'augmentation du prix du gaz n'est pas un facteur favorable, mais donc on était lancé dans cette acquisition réalisée. Voilà, enfin, elle a été réalisée en 2022. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Juste sur un des slides, il était évoqué d'une déchetterie. Ah, je ne l'ai pas dit.
les déchetteries, en fait, pour les déchetteries qui sont modernisées sur le SMICTOM, à savoir Liffey, Combourg, alors Tinténiac non, puisqu'à Tinténiac on a une association avec Emmaüs qui vient collecter. Il y a des locaux de réemploi qui sont réalisés, qui sont relativement importants. Et pour vider ces locaux de réemploi, le SMICTOM a mis en place une organisation qui s'appelle le vide-déchetterie. Et les associations locales, généralement, peuvent organiser un vide-déchetterie, c'est-à-dire que le SMICTOM met à disposition de l'association la déchetterie et le local à réemploi. Et les produits qui sont récupérés dans ces locaux sont vendus alors, à prix libre, normalement, aux gens qui viennent dans les vide-déchetteries. On a fait déjà 7 ou 8 vide-déchetteries qui, à chaque fois, se terminent par des bilans très positifs, puisque, en général, on évacue de l'ordre d'une tonne de déchets à chaque fois, et de la recette qui revient à l'association qui organise le vide-déchetterie est de l'ordre de 1 000 euros, entre 800 et 1 000 euros pour ceux qui ont pu être organisés. Et c'est vrai que j'avais dit au début de la première version, c'est pour ça que j'ai oublié de revenir après. Merci. Et les associations de Molès pourraient demander d'aller organiser les déchetteries à Liffey ou à Combourg. Un peu loin, c'est pas forcément facile. Et quand on aura une déchetterie modernisée à Molès, on pourra avoir une autre déchetterie aussi. Et des associations pour Merci. D'autres, M. Margot? Oui, une première remarque, Monsieur le maire. On ne retrouve pas dans le document cette année ce qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire un comparatif avec les autres communes ou intercommunalités ou SMICTOM de même taille ou de taille comparable. Donc par rapport aux résultats, or, on a de très bons résultats en termes de collecte de déchets. Donc c'était plutôt bien, je pense, de maintenir l'idée de se comparer aux autres. C'est pas suffisant, mais c'est bien de dire qu'on a quand même globalement une structuration de collecte des ordures, en particulier sur nos déchetteries, à l'échelle du SMICTOM, qui sont quand même des très bons chiffres. Donc je trouvais ces chiffres intéressants l'année dernière. Je ne les ai pas retrouvés dans le rapport cette année. Oui, ce serait bien qu'on le maintienne d'année en année, ce qui nous permettrait de voir ne serait-ce que notre évolution par rapport à la population nationale. Si vous m'y autorisez, Monsieur le maire, je continue. Sur la page 40, donc sur les résultats de la revalorisation, enfin de la valorisation, vous faites apparaître, alors il y a deux notions sur lesquelles je voudrais qu'on insiste un peu. L'amendement organique, où en êtes-vous, où en est le SMICTOM d'une réflexion sur, vous parliez à l'instant de la problématique du gaz pour vos nouveaux véhicules, où en est-on de la réflexion sur une unité de méthanisation qui, grâce à un territoire comme le nôtre, pourrait multiplier les intrants et donc permettre une valorisation non négligeable de ces biodéchets verts, de déchets agricoles qui pourraient également compléter, et d'un certain nombre d'autres déchets. Est-ce qu'il y a une réflexion d'unité de méthanisation? On a aujourd'hui un plan de méthanisation qui est lancé par le gouvernement, mais on a surtout, à travers la France, de nombreux exemples. Je prends l'exemple de Pau en particulier, alors, qui est l'aglo de Pau, mais avec un dimensionnement qui évidemment ne serait pas celui nécessaire sur Molès ou sur le SMICTOM, mais des unités de valorisation en méthanisation aujourd'hui ultra performantes qui permettent non seulement de fabriquer du gaz, mais également, in fine, soit de recharger des camions, ce qui serait utile, soit de fabriquer de l'électricité à partir de ce gaz. Est-ce qu'on a un début de réflexion sur ce sujet? Alors, la réflexion, si elle doit se mener, ne se mènera pas à l'échelle du SMICTOM Val-Combrèze, qui a la compétence collecte, mais pas la compétence traitement. On fait partie d'un plus gros syndicat, le SMPRB, syndicat mixte du pays de la Rance et de la Baie, donc avec bilan, salarié, etc. Et le traitement, donc l'usine de tabac, je dirais pas ça, les centres de tri, etc. Et la réflexion sur la création de méthanisation par l'unité se ferait à ce niveau-là, pas au niveau du SMICTOM Val-Combrèze, qui n'a pas le traitement dans ses compétences. Pour le reste, je veux dire que le SMICTOM, depuis assez longtemps, amène une partie de pelouse, puisque c'est surtout les pelouses qui sont valorisables en méthanisation, dans une unité de méthanisation située à Liffey, et je crois qu'on en amène également sur une autre, je ne sais plus exactement, là je peux dire les bêtises, je ne vais pas le dire, mais effectivement, ça nous intéresse. Par contre, ce n'est pas notre compétence que d'orienter vers là. Alors après, nos représentants, vers M. Salin et Mme Marchi, au sein de l'SMPRB, pourraient
Non, mais ce serait de la compétence de l'intercommunalité et le Val-d'Aubigné pourrait porter un tel projet. Aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion en ce sens au niveau de la communauté de communes. D'accord. Et alors, j'avais une dernière question, monsieur le maire, si vous me l'autorisez. Alors, petit point de détail quand même sur l'enfouissement, pas que le chiffre soit pas bon d'ailleurs, parce que 17%, ça reste un chiffre très très correct par rapport à un territoire comme le nôtre, mais il faut qu'on ait conscience qu'on est encore à 17% d'enfouissement de nos déchets, ce qui est un élément à l'échelle de la France qui est non négligeable. Là, on parle bien de déchets enterrés définitivement dans des déchetteries. Non mais c'est un bon chiffre par rapport à d'autres. Hein. La grosse majorité, enfin même je pense que pratiquement la seule chose qu'on a enfouie, c'est des déchets de gravats Oui. qui sont inertes. Oui, Bon, certes. c'est pas mieux, et on va être taxé par la TGAP là-dessus aussi, mais on cherche, on recycle une partie de nos gravats à l'IFRE, notamment avec l'entreprise Sotra qui jouxte le secteur et qui récupère une partie. C'est pas facile de trouver des destinations pour ces gravats. On est bien d'accord, non, mais c'est pas un reproche, on est plutôt sur un bon chiffre. Il faut qu'on ait conscience qu'il y a quand même encore un déchet, à peu près presque 20% de nos déchets qui sont enfouis. Alors, dernière chose, vous avez beaucoup parlé dans la présentation du surcoût lié à l'augmentation du prix du pétrole, les kilomètres parcourus des camions, etc. Alors, vous nous dites que vous allez optimiser les tournées, tout ça paraît évidemment nécessaire, mais il y a également donc eu un phénomène cette année d'augmentation du coût de l'énergie, et donc, normalement, on devrait retrouver dans les comptes, et c'est ça que j'aimerais avoir comme information, une augmentation de la recette liée à la ligne valorisation énergétique, puisque ce qui est d'un côté une augmentation de la dépense est une dépense réelle, vous nous l'expliquez assez bien sur les camions, les kilomètres et le prix du gasoil. Alors il y a peut-être une erreur, mais vous allez me la corriger, 70 litres pour 100 km Ouais, 70. c'est l'équivalent d'un char d'assaut. Ça me paraît beaucoup, C'est mais... le fait que le camion s'arrête. D'accord, c'est à ce point-là. Non, mais... Ah bah oui, non mais... Ok. Ah, non, mais... On fait le calcul. Non, mais j'ai pas la prétention de conduire les camions mieux qu'eux, mais... Effectivement, D'accord, considérable. considérable. C'est ça qui tombe un peu. C'est juste considérable, on est bien d'accord. Et du coup, cette augmentation du prix du pétrole, pas de la consommation en l'occurrence, elle s'accompagne également d'une augmentation du prix de l'énergie, de façon globale, et donc, nécessairement, nous avons augmenté nos recettes sur cette part de valorisation énergétique. La question est, et j'imagine bien que vous ne l'avez pas là sous les yeux et ça ne me choque pas du tout, est-ce que vous pourriez nous donner à un moment donné ce chiffre pour nous dire quel est le gain en termes de valorisation énergétique sur l'année 2022, à moins que vous ne le connaissiez par cœur? Alors, non, je ne le connais pas par cœur, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, ce n'est pas le SMICOM, c'est bien le SMPRB qui s'occupe du traitement, qui a enregistré sur son unité de terrain des gains énergétiques. Et j'ai vu le chiffre, lundi, on a vu un bureau, mais je n'ai pas... D'accord. Non, mais ça veut dire que nous, quand on redonne, les matières qu'on donne à cette unité de production, on les donne, on les vend pas. On est d'accord? Aujourd'hui. On est associé dans un syndicat commun. Si D'accord. c'est un syndicat de syndicats. D'accord, donc c'est un partenariat, donc on donne. Donc le SMICOM lui-même n'a aucun gain en recette, c'est ça que vous nous dites, directement, c'est le syndicat de tête qui gagne. Oui, mais ok. Non, mais c'est cohérent. Je veux dire, ça va être une moins-value sur ce qu'on... J'entends bien. Okay. Mais si vous aviez ce chiffre à l'échelle de SMICOM de tête, ça m'intéresserait juste à titre d'information. Je n'ai pas de tête, mais... Non, bien sûr. Non, mais si vous pouvez le faire. C'était tout, monsieur le maire, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Très bien. Merci pour cette présentation, échange de compléments. Et j'invite donc le conseil municipal à prendre acte de la présentation sur un rapport d'activité 2021 du secteur Val-Corral. Le point 2 à l'ordre du jour, présentation du rapport du prix de la qualité de service public 2021, RPQS, du syndicat intercommunal d'assainissement de la Flume et du Petit Bois. Madame Sophie Ledréan qui est venue de faire la présentation des points principaux. Vous avez eu le document également, donc je vais juste reprendre quelques points. Donc simplement sur la page 3, pour rappel, ce syndicat intercommunal d'assainissement traite les eaux usées sur les communes de Gévaux, Alésia, Parthenay-Bretagne et Vignoc, et il y a une convention pour le traitement des effluents de la commune de Melesse pour les habitations qui sont situées sur la ZAC de Cap-Malo. La population desservie au total en 2021 était d'un peu plus de 11 000 habitants.
prestation, donc on est sur une prestation confiée à la société Veolia pour l'exploitation du service, donc qui assure donc, la gestion du service, la gestion des abonnés, la mise en service des branchements et des contrôles, le contrôle des branchements, l'entretien et le fonctionnement des installations et le renouvellement des canalisations, ouvrages et matériels. Si on passe du coup sur la page 4 pour avoir le nombre d'abonnés qui est en augmentation constante. Et les volumes facturés également de façon logique également. Alors ensuite, si on va aller à la page 6, donc il y a une seule station d'épuration qui collecte les effluents des 4 communes concernées, et donc on a sur cette station une filière eau et une filière boue avec un débandage de boue chaude, déshydratée et chaude. Voilà, vous avez les informations sur les capacités nominales de la station d'épuration sur cette page-là, et sur les charges qui ont été reçues en 2021 par rapport aux capacités nominales. Donc il y a eu une journée pluie avec un débit max en février 2021, sinon les débits les charges sont respectées. Donc voilà, la station, sur la page suivante, on a les informations sur donc la station qui fonctionne à 52,4% de son débit nominal et en charge à 52,2% de sa charge nominale. Les quantités de boue issues d'ouvrage sont indiquées également sur la page 7. Voilà, donc on a 100% des boues envoyés en épandage agricole en 2021. Page 9, on a l'évolution du tarif avec donc le tarif est composé d'une part collectivité, une part exploitant, une part tiers qui est en fait les subventions de l'agence de l'eau et de la TVA. Et donc on a l'évolution des tarifs sur ce tableau-là, avec en bas une évolution, un pourcentage d'évolution des tarifs de 2005 à 2022. On a quand même l'évolution, donc avec une diminution de la part de la collectivité, une augmentation de la part exploitant, et puis une augmentation très importante de la TVA, mais c'est juste parce que le taux a changé depuis 2005. Et donc sur le petit graphique en dessous, vous voyez aussi la traduction de ce tableau en cours. Voilà, donc le prix du service comprend une part fixe et une part proportionnelle à la consommation d'eau potable. Ça c'est sur la page 10. Et le tableau qui montre l'évolution d'une autre façon de ce tarif. Donc avec une variation entre le 1er janvier 2021 et janvier 2022 de plus 6,7%. La part de l'exploitant qui augmente de 4,1%, la part de la collectivité qui reste stable et les redevances et taxes qui augmentent de 6,7%. Vous avez sur la page 11 des composantes de la facture de 120 mètres cubes, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour comparer les deux factures avec la répartition des différents coûts sur cette facture. Vous avez ensuite les recettes de la collectivité de l'exploitant en 2021, 392 293 pour la collectivité, 355 248 euros pour l'exploitant. En termes d'indicateurs de performance, le réseau est jugé performant, et en tout cas la collecte est conforme, les équipements d'épuration sont conformes, les ouvrages d'épuration sont conformes, et l'évacuation des boues est également conforme. Et vous avez ensuite sur la page 15 les travaux de la page 14, les travaux qui ont été réalisés au cours de l'exercice 2021
2021 pour un total de 423 620 euros. Et les projets qui sont prévus pour 2022 pour 89 420 euros, notamment sur des remplacements de branchements et des travaux pour une extension du réseau. Merci. Des demandes de précision. Monsieur Marot. Oui, monsieur le maire, juste sur le tonnage des boues qui partent en épandage, on n'a pas le volume. Le rapport ne le donne pas, ça? Si le rapport ne le donne pas, on va demander l'information. Là encore, monsieur le maire, je suggère qu'on passe en mode réflexion sur le fait que ces bouts de station d'épuration aujourd'hui sont une source d'énergie pour demain. Au moment où on se pose la question de savoir comment on va économiser de l'énergie, on peut aussi se poser la question de savoir comment on pourrait en produire sur nos territoires. Là encore, on sait que les mélanges, toujours dans nos unités de méthanisation, des bouts de station d'épuration avec des déchets verts produit des résultats extrêmement intéressants et donc nous permettrait aujourd'hui de produire de l'énergie à l'échelle du territoire plutôt que d'épandre les boues dans les champs. On peut imaginer qu'on lance une vraie réflexion sur ce qui, à mes yeux, est un vrai projet vert pour un territoire comme le nôtre. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien. Merci pour cette présentation. Et comme pour le point précédent, je note que le conseil municipal a eu cette présentation. Et donc, on prend acte. Le point suivant à l'ordre du jour. Budget principal commune pour 2022, décision modificative numéro 2. Je vais demander à M. Dumas sur la présentation de ce point. Donc, on a réalisé une décision modificative numéro 1 le mois dernier. Une erreur matérielle qui vous est présentée dans le document ici a été faite sur l'évaluation à venir de nos dépenses de personnel et on a sous-estimé de 136 000 euros ces dépenses de personnel. Donc l'erreur qui vous est expliquée, c'est celle qu'on oublie dans un tableau de dépenses. La dernière fois, sur la décision modificative numéro 1, on expliquait les 90 000 euros d'augmentation par des décisions qui ne relevaient pas de la municipalité. En revanche, ces 136 000 correspondent à une autre erreur au moment de l'établissement du budget. On doit le reconnaître. Et effectivement, les dépenses de cotisation URSSAF et de cotisation aux caisses de retraite ont été prises dans le budget prévisionnel 2022 à hauteur équivalente à ce qui a été pris dans le compte administratif 2021, sans tenir compte de l'augmentation des salaires et donc des cotisations en même temps. Donc, il y a 60 000 euros environ de différence sur les cotisations URSSAF et 80 000 euros à peu près sur les cotisations de retraite qui n'ont pas été intégrées au budget prévisionnel. C'est une erreur que je reconnais. Le tableau a été examiné en commission, on n'a pas vu l'erreur en commission. Le tableau a été examiné par tout le monde, on l'a voté, et donc il convient de corriger cela pour pouvoir terminer l'année. Nous n'avons pas eu de commission finance pour préparer cette présentation parce que matériellement nous n'en avions pas le temps et pour pouvoir être sûr de pouvoir passer cette délibération sur ce conseil municipal et non de le passer en décembre parce que pour le coup en décembre on aurait eu un risque de ne pas pouvoir payer les salariés sur le mois de décembre, ce qui aurait été très fâcheux. Voilà. Merci. Alors, je vais après le vote, comme pour la dernière fois, il y aura une signature de l'annexe pour pouvoir la mettre en service d'exécution. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marmot. Deux remarques, monsieur le maire. D'abord, je ne sais pas très bien ce qu'est une erreur matérielle, mais peut-être que monsieur Dubas pourra nous expliquer. Une erreur à 136 000 euros cette fois-ci, une erreur à 700 000 euros la dernière fois.
est-ce qu'il serait possible qu'on essaye d'améliorer un tantinet les documents produits et présentés en commission des finances quand elles ont lieu, pour qu'on puisse travailler sur des bases? Moi, je suis incapable, Monsieur Dumas, lorsque vous présentez le tableau, vous dites que la commission des finances l'a validé, mais aucun membre de la commission des finances n'était capable de valider la ligne budgétaire sur les salaires et autres charges afférentes à ces salaires. On n'a pas les moyens matériels de vérifier que votre calcul est juste ou pas juste. Et une des décisions modificatives, M. Dumas, c'est vous qui nous dites « j'avais inscrit 100 au budget, j'ai besoin de 120, je fais donc une modification pour ajouter 20 ». Mais si à chaque fois que vous nous faites une décision modificative, il y a une erreur, et je rappelle que la dernière fois elle était de 700 000 euros, c'est pas l'épaisseur du trait. Il n'y a pas eu d'erreur de 700 000 euros. Si, alors c'était une erreur matérielle, monsieur le maire. C'était une erreur C'était matérielle. des documents de travail, dont je m'en souviens. Oui. C'était pas d'erreur particulière. D'accord. Alors à quel moment peut-on avoir la certitude que les documents de travail qui nous sont adressés sont les bons? Après le vote en conseil municipal, même pas, puisque là on est déjà en train de modifier la décision modificative numéro 1. Bon, Et bon, nous avions, monsieur le maire, adopté la première, on adoptera la seconde. L'explication, M. Dumas l'a donnée de manière très simple, hein, la réalité, qui explique cette proposition de décision au conseil municipal, de cette décision modificative numéro 2. Pas d'autres remarques? Je soumets donc le vote. J'invite le conseil municipal à approuver cette DM numéro 2 du budget principal et à m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point suivant. À l'ordre du jour, le point 4, programme Petite Ville de demain, convention de revitalisation du territoire. En 2020, l'État a lancé un programme Petite Ville de demain. La commune de Melesse y a candidaté, y a été retenue. Le 12 mai 2021, la convention d'adhésion à ce programme par la communauté de communes Valdy-Lobigné, les communes de Melesse et la Mézières, l'État et le département a été signé. Le 11 mars 2022, un avenant à cette convention d'adhésion a été signé pour intégrer la commune de Saint-Aubin-de-Bigné. Dans cette convention d'adhésion, il y avait engagement à rédiger une convention valant opération de revitalisation du territoire dans les 18 mois suivant la signature de cette adhésion. Donc ce soir, ce qui est proposé au conseil municipal, c'est de valider cette convention cadre qui s'appelle Convention de revitalisation du territoire, opération de revitalisation du territoire. Il s'agit de revitalisation des centralités du territoire, principalement donc les 3 communes que je viens de citer. La convention présente un diagnostic, des enjeux, des orientations stratégiques, un programme d'action, 49 actions au total, dont une vingtaine pour la commune de Melesse, des périmètres stratégiques d'intervention pour la mise en œuvre du projet sur chacune des 3 communes, sur la base des 3 orientations qui sont reprises dans cette convention. Premier axe, répondre aux besoins de logement tout en limitant la consommation foncière. Le deuxième axe, des centralités vivantes et dynamiques. Le troisième axe, des centralités engagées dans la transition énergétique et écologique. La convention est prévue pour 5 ans, jusqu'en décembre 2017. Les fiches d'actions sont en annexe et des évolutions sont possibles par avenant à cette convention qui fera l'objet d'une évaluation annuelle et d'un bilan global au terme de la convention. Le périmètre de centralité, le périmètre de revitalisation qui concerne la commune de Melesse figure à la page 50 du document de la convention. Il est plus large que le périmètre de centralité du PLUI, parce qu'il va au sud jusqu'au Lidl. Il va à l'est jusqu'au carrefour de la route de Saint-Germain-Sur-Vanier, au nord jusqu'aux limites sud de la ZAC du Feuil, et à l'ouest, il va au-delà de la RD 82 et englobe le Champ Courtin. Donc voilà le périmètre retenu et proposé à la signature de cette convention de revitalisation du territoire. Les signataires de cette convention sont la communauté de communes du Valdy-le-Bigné, les communes concernées directement, Saint-Aubin, Melesse, la Mézière, les partenaires signataires, le département est partenaire, la région Bretagne, a également exprimé le souhait d'être partenaire de la Convention, la Banque des Territoires,
la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les éléments, les droits juridiques et fiscaux conférés par l'opération de revitalisation du territoire au titre de Petite Ville de demain sont pour permettre de renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville. Il y a dispense d'autorisation d'exploitation commerciale et, si cela pouvait se présenter, possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques à ces centralités, à ces périmètres de centralité. Il y a, au titre de favoriser la réhabilitation et de l'habitat, un accès prioritaire aux aides de l'ANA et une éligibilité aux deux Normandies dans l'ancien dispositif d'investissement et fiscal. Et dans le cadre de mieux maîtriser le foncier, un droit de préemption urbain renforcé, qui n'est pas de fait dans la Convention, qui, en cas de besoin, devra faire l'objet d'une délibération spécifique, mais la possibilité est ouverte par cette Convention d'opération de revitalisation du territoire. Et puis également des dispositions permettant de faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux, à travers le permis d'innover et les permis d'aménager multisites. Ils sont différents de la ZAC multisite, c'est bien un permis d'aménager multisite. Là, ce que donnent les dispositions de cette convention d'opération de revitalisation du territoire, l'ensemble des... Vous avez pu relever, je pense, dans les annexes jointes, l'ensemble des actions nous concernant plus directement sur la commune de Melesse, qui figurait dans l'annexe 1, l'ensemble des fiches actions, et à la page 3, le récapitulatif de ces actions. Cette convention d'opération de revitalisation du territoire a fait l'objet d'une première validation par le conseil communautaire lors de sa dernière séance et doit faire l'objet de validation par les conseils municipaux des 3 communes concernées. C'est la raison pour laquelle cette validation est présentée au conseil municipal de Melesse ce soir. Une date de signature a été arrêtée au 12 décembre prochain. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Ferret. Merci. Merci. Oui, je voulais juste pour information, pourquoi concernant Melesse, l'action 11, projet Agora, l'action 19, salle multifonction et l'action 33 du collège sont intégrés dans cette convention, alors que ce sont des projets déjà financés? Ce sont des projets qui sont déjà engagés, qui sont déjà financés. Ils sont dans le périmètre de l'opération de revitalisation du territoire, ce qui explique qu'ils ont été inscrits dans l'ensemble des actions. Et j'en reviens, ce sont des opérations qui sont engagées. Et qui n'auront pas de financement ultérieur par... Pour ce qui concerne le projet Agora, je ne peux pas dire. C'est un projet porté par un investisseur privé, dans lequel la communauté de communes a fait l'acquisition pour un multi-accueil, que la commune également fait l'acquisition pour la salle commune. Au titre de ces opérations-là peut-être, aujourd'hui je ne sais pas dire, mais toutes les opérations qui sont dans ce périmètre ont été identifiées et inscrites. Ceci en accord avec les services de l'État qui préparent ces conventions. Merci. Tout comme on trouve le collège aussi. Oui. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, vous connaissez notre attachement à ce programme Petite Ville de demain. Je voudrais vous demander d'abord et avant tout de remercier ceux qui ont rédigé ce document, en particulier la partie fiche action, parce que la convention elle-même, elle est ce qu'elle est, par définition, comme toute convention un peu lourde à lire, mais pour ce qui concerne les fiches, le travail a été assez remarquablement bien construit, donc c'est très intéressant. Je m'interroge juste sur le fait qu'on ne prenne pas le temps, ni en commission, ni en conseil, peut-être d'étudier ces 20 fiches meleessiennes qui auraient mérité, pour certaines d'entre elles sans doute, un certain nombre d'échanges, voire de débats. On nous met les actions, on nous dit c'est comme ça, et on n'en débat pas, ça ne fait pas l'objet de discussion. Je m'en étonne, de la même façon que je m'étonne quand même, mais j'aimerais que vous le souligniez, qu'il y a de très très nombreuses, je ne les ai pas listées, mais très nombreuses
fiches qui font apparaître quand même que dans la dépense prévisionnelle comme dans le montage financier, il faut il est écrit à déterminer. Ça veut dire qu'on est, on est dans de la promesse, on est dans de l'intention, on est loin de la réalisation. Donc je pense que ce serait bien, là aussi, de redire dans un calendrier plus précis la réalité de ce que sont vos projets par rapport à toutes ces fiches et la façon dont vous envisagez qu'elles soient inscrites dans l'avenir de la commune. Et puis, un exemple, mais il y en aurait d'autres, je vais pas, s'il n'y a pas été prévu un débat fiche par fiche, je ne vais pas vous assommer ce soir sous les questions, mais il y en a une qui m'a quand même interrogé, c'est la fiche action numéro 9, où, pour le coup, il y a une dépense prévisionnelle qui est chiffrée. Ça aurait pu être fait sur les autres, hein, je ne sais pas pourquoi là c'est chiffré. Vous dites qu'il y a un budget prévisionnel de 40 000 euros. Est-ce que ce budget est inscrit au budget 2022? Est-ce qu'il sera inscrit au budget 2023? Quand on met une somme comme ça, monsieur le maire, il faut nous dire où et comment elle sera dépensée et à quelle échéance. Les fiches, je ne manquerai pas de transmettre à la personne qui est en charge de coordonner la préparation de ce dossier que vous avez pu dire. Les fiches sont telles qu'elles sont écrites dans l'état de ce qu'il était possible d'écrire aujourd'hui. Des précisions seront apportées au cours de l'avancement de ce projet par des valorisations plus précises à chaque fois que ce sera nécessaire de le faire et que le calendrier amènera à la mise en réalisation. Déjà. Il y a un suivi qui est prévu annuellement, donc naturellement au niveau du conseil municipal, ce suivi sera présenté. Un certain nombre d'opérations, les opérations sont des opérations du programme de la commune qui sont déjà travaillées dans d'autres commissions. Elles apparaissent très clairement. Donc c'est par le travail dans ces commissions que les précisions et l'avancement de ces opérations seront également débattus. Pour répondre à votre question précise sur la fiche numéro 9, l'étude préopérationnelle de renouvellement urbain rue de la Poste, c'est le budget de ces opérations d'études préopérationnelles est assuré par la communauté de communes. Comme c'est le cas aujourd'hui sur la rue l'allée Rouge-Côte et la rue Saint-Jean. Oui, monsieur Margot. Alors, monsieur le maire, pour les projets dont a parlé Yves à l'instant, on voit bien quelles sont les commissions qui ont été concernées par les débats. Pas de sujet. Pour celles qui n'ont pas encore fait l'objet de présentation, ça veut dire que vous nous demandez quelque part de valider une liste sans qu'à aucun moment il n'y ait eu dans la commune de débat sur l'établissement de cette liste. Et sans qu'aucune commission, à ma connaissance, je n'ai pas souvenir qu'en commission d'urbanisme, il ait été présenté ces fiches à l'ordre du jour des commissions. Je sais, monsieur Maury, que j'en ai raté quelques-unes, mais il n'empêche que ça ne fait pas partie d'un débat. Donc j'ai du mal à comprendre, mais la philosophie de votre démarche, qui est de ne pas mettre en débat à aucun moment des projets qui mériteraient qu'on s'interroge collectivement, me semble-t-il, de l'intérêt ou du non-intérêt de le faire, ou de l'amélioration qu'on pourrait apporter à un projet tel qu'il existe. Je vais demander à M. Maury d'apporter des réponses complémentaires. Les opérations, c'est des opérations qui sont inscrites et qui sont travaillées dans les commissions soit urbanisme, soit éducation, etc. Oui. Vas-y. Juste pour, effectivement, toutes les fiches n'ont pas été travaillées, n'ont pas fait l'objet de discussion. Quand on reprend un certain nombre, cependant, que ce soit l'île Rouge-Côte, il y a eu un certain nombre de travail de réaliser. En ce qui concerne l'activité 18, c'est MELES 2035, c'est contrat d'objectif développement durable. Ça en fait partie, il y a eu déjà largement de travail et il y aura encore un certain nombre de choses. Et après, effectivement, il y a des groupes de travail qui vont se constituer et qui feront l'objet, effectivement, soit de groupes de travail inter-commissions ou des débats plus précisément dans des commissions comme la commission urbanisme le moment venu. Donc il y a déjà ce qui a été fait, il y en a quand même quelques-unes qui ont fait l'objet d'échanges, de discussions, et puis il y a celles qui vont venir en débat et en discussion. Donc il y aura forcément des groupes de travail ou des travaux à faire en commission. Oui, monsieur Margot. Pardonnez-moi, mais après adoption par le conseil municipal de la liste, je pense qu'en termes d'exercice, on pourrait faire les choses différemment. Enfin, mais
C'est une interrogation perpétuelle sur votre méthode, monsieur le maire, mais j'ai pas toujours la réponse que j'attends. Les chantiers, les actions les actions ont été rassemblées dans le cadre de la présentation et de l'argumentation sur le périmètre d'intervention de l'opération de revitalisation du territoire pour ce qui est de la commune de Molès. C'est la même chose d'ailleurs pour les communes de la Mézières et les communes de Saint-Aubin, mais ce n'est pas l'objet d'en parler ici ce soir. Les actions déjà engagées se retrouvent inscrites parce qu'elles sont dans le périmètre, c'est la réponse que j'ai déjà faite. Il y a des études qui sont en cours, l'opération de revitalisation que M. Maury mentionnait en est un exemple, et puis il y en a d'autres qui sont aujourd'hui sous forme de titres, avec un minimum de description de contenu quand même, sans que l'étude ait été faite à ce stade. C'est une convention sur 5 ans, donc la programmation sur les 5 ans à venir fera que nous serons amenés à y travailler et en présenter en conseil municipal. Y a-t-il d'autres remarques? Bien, donc je soumets au vote du conseil municipal la validation de cette convention cadre d'opération de revitalisation du territoire avec les secteurs d'intervention et les annexes dont on vient de parler, l'autoriser à signer cette convention cadre Petite Ville de Denain valant ORT et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération et accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre et l'autoriser à solliciter et signer tout financement en lien avec la présente convention. Qui ne prend pas part au vote? Un esprit. Qui est opposé? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour. Point 5. Jacques Dufeuille, avis de l'enquête d'autorisation environnementale. Je vais demander à Mme Sophie Lévrian-Quénecdu de présenter ce point. Pour rappel, le dossier de création de la ZAC Dufeuille a été approuvé en conseil municipal en 2015. Ensuite, on a eu plusieurs étapes. Donc la déclaration d'utilité publique en 2018, le choix du concessionnaire, la SASCM CIC Aménagement Foncier en 2019. En 2020, la signature de la concession avec le CNCIC. Et donc, par arrêté du 17 septembre 2022, M. le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé la réalisation d'une enquête publique en vue d'obtenir l'autorisation environnementale pour la mise en œuvre du projet. Donc, la demande a été déposée par l'aménageur au préfet d'Ille-et-Vilaine. Donc, l'enquête publique a lieu du 25 octobre au 28 novembre 2022 et conformément à l'article R 180-38 du Code de l'environnement, le conseil municipal est donc amené à donner son avis sur cette demande d'autorisation. On rappelle les différentes dates depuis 2015 et donc simplement pour rappeler qu'en 2015 on avait déjà eu une évaluation environnementale au moment de la phase de création et que donc la présente demande constitue en fait une actualisation de l'étude d'impact qui avait été faite déjà en 2017. Et donc cette évaluation environnementale permet de décrire les différentes incidences directes ou indirectes du projet sur la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la faune, la flore, les espaces protégés et le paysage. Le document donc rappelle l'objet de l'opération avec un périmètre qui s'étend sur environ 23 hectares au nord de la commune, avec un site marqué par une trame verte importante et des espaces de zone humide, environ 4,8 hectares, et également des parcelles agricoles. La zone se situe en zone 1AUO1, c'est-à-dire zone à urbaniser destinée essentiellement à l'habitat. Et elle a vocation à accueillir 477 logements en 4 phases d'aménagement et en 5 typologies différentes. Des logements collectifs, des logements intermédiaires, des maisons bulles, des maisons individuelles sur parcelles allant de 200 à 250 mètres carrés, des maisons individuelles sur des parcelles un peu plus grandes de 300 mètres carrés. Tout ça permet de répondre aux objectifs du programme local de l'habitat. En termes d'enjeux, notamment environnementaux et également par rapport à l'habitat. On rappelle donc l'orientation d'aménagement et de programmation numéro 2 du PLU
allier la culture urbaine avec les quartiers existants, préserver le fonctionnement écologique et hydrographique du site et préserver le patrimoine naturel en développant la trame verte du site. Les principes qui structurent la composition du futur quartier répondent à ces objectifs. Donc on a 477 logements avec 5 typologies, on en a parlé. Il y a création d'un maillage doux entre les différents îlots et vers les quartiers des centres-bourgs, centre-ville. On a 4 points d'accès conformément au dossier de création. La création d'une centralité encore de quartier, un programme de logement collectif à proximité de zones de promenade. La valorisation du chemin des écoliers, qui est le chemin piéton qui traverse le site du nord au sud. La préservation des zones humides et des linéaires de haies existantes. La mise en place d'une gestion des eaux pluviales avec des nids et des bassins paysagers qui deviennent support de différents espaces publics. Et la valorisation des qualités paysagères existantes en les protégeant et en préservant l'environnement paysager. Les incidences du projet sur l'environnement, donc comme tout projet d'aménagement, il a été élaboré dans la logique éviter, réduire, compenser. Et le dossier d'évaluation environnementale qui est présenté à l'enquête détaille donc les différents impacts du projet, les mesures d'évitement, réduction et de compensation envisagées sur donc, le sol, paysage, eau pluviale, biodiversité, déplacement, énergie et gestion des déchets. Donc l'ensemble de ces mesures qui sont destinées à minimiser l'impact du projet est présenté sous forme de fiche de synthèse dans le dossier qui a été mis à l'enquête. Dans cet avis, la commune souhaite rappeler ses engagements sur l'extension de la station d'épuration, sur l'aménagement du bassin tampon du rue de la Haute-Forge, sur la gestion des eaux pluviales et souhaite préciser également que le plan d'éclairage du secteur devra être conforme à la politique globale de gestion de l'éclairage public de la commune. Et par ailleurs, il a été relevé dans l'étude d'impact environnemental que le pourcentage de logements locatifs social indiqué était de 25% et de 30% dans le traité de concession. Donc en conséquence, le conseil municipal il est proposé d'émettre l'avis suivant, donc d'émettre un avis favorable au dossier d'autorisation environnementale du projet d'aménagement de la ZAC du Feuil, en précisant que le pourcentage de logements locatifs sociaux sera 30% et le pourcentage de logements en accession aidée de 5%, conformément au traité de concession. Merci, Monsieur Maury. Juste pour rappeler que ce dossier a été présenté en commission mixte urbanisme environnement, et que les engagements dont Sophie Audrey a fait état faisaient partie des réflexions qui avaient été faites lors de cette commission mixte urbanisme environnement. Ça concerne la gestion des oculaires et des finaux. Le dossier a été présenté en commission mixte. Merci. Avez-vous une demande de précision? Monsieur Ferret. Juste, je voulais savoir, la station d'épuration sera terminée en avril 2024, c'est ça? Le calendrier, c'est celui-là. D'accord. Okay. Donc quand est-ce que commencera la commercialisation des premiers lots Je ne sais pas dire. Pas d'informations. Et une commercialisation sur la ZAC. De toute façon, les maisons ne pourront pas être accordées avant avril 2024. Mais tant que le dossier opérationnel de création de la ZAC ne sera pas validé, il n'y aura pas de, à mon avis, il n'y aura pas de commercialisation. D'accord. Comment? Rien, j'ai demandé la parole, monsieur. J'ai fait un commentaire en aparté, qui ne fait pas l'objet du compte-rendu, mais j'ai une question à poser. En haut de la page 8, là, sur le rapport, il est dit des maisons de ville, sans préciser la surface des parcelles, des maisons individuelles sur parcelles allant de 200 à 250 mètres carrés, et des maisons individuelles sur parcelles d'environ 300 mètres carrés. Alors, les maisons de ville sont sur des parcelles de quelle taille? J'avais souvenir que les plus petites parcelles prévues aux feuilles étaient de l'ordre de 160 mètres carrés. Est-ce que ma mémoire me fait défaut ou est-ce que ça reste une vérité sur les plus petites parcelles? Je pense que c'est ça. Les maisons de ville, chacun voit de quoi il s'agit. C'est des maisons qui sont mitoyennes, donc les parcelles sont en effet très petites. D'accord, donc ça veut dire... Alors moi j'ai une question, c'est sur ce type de parcelle de 160 mètres carrés, comment est-ce que vous envisagez que les habitants puissent ne serait-ce que planter un arbre dans un jardin, puisqu'il n'y aura pas de jardin?
c'est des maisons de ville, comme dans toute ville, l'espace privatif est très réduit. Par contre, un espace commun, des espaces communs, comment dire des, seront également aménagés et tout un chacun, tous les habitants et les visiteurs pourront également en profiter. Monsieur le maire, nous avons un pays qui est assez intéressant parce qu'il a justement, dans certains de ces territoires, des exemples particulièrement enrichissants de ces maisons de ville. Je pense en particulier aux maisons qui ont été construites dans le nord de la France et qui ont été, fut un temps, attribuées aux mineurs de fonds. Si vous allez regarder de près la surface des parcelles de ces maisons, qui avaient un vrai petit jardin derrière et donc une vraie capacité de végétalisation intéressante sur des maisons qui étaient petites, étroites, mais très confortables pour la plupart d'entre elles et aujourd'hui très recherchées dans les zones où elles sont mises en vente, on était sur des parcelles supérieures à 160 mètres carrés. Et je crois qu'il faut que chacun prenne conscience que 160 mètres carrés, c'est juste minuscule. Mais bon, c'est juste minuscule. Après, si je peux me permettre de finir ma question, je ne comprends pas pourquoi vous faites une notion ou une différence, mais c'est peut-être simplement un problème d'écriture, entre des maisons individuelles sur parcelles allant de 200 à 250 mètres carrés, virgule, alors d'abord la virgule et le et sont redondants, et des maisons individuelles sur parcelles d'environ 300 mètres carrés. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types ou est-ce que ce sont des parcelles qui vont de 200 à 300 mètres carrés? Je ne comprends pas très bien la segmentation, mais si vous êtes en mesure de me l'expliquer, je serais ravi. Monsieur Maury. Ouais, juste pour revenir effectivement sur la référence que vous faisiez sur les maisons dans le Nord, construites il y a maintenant quelques décennies, les contraintes et les obligations des collectivités ont bien changé. Elles n'étaient pas construites par les collectivités, monsieur Maury. Le préfet a imposé une densité plus importante que ce qui avait été prévu initialement dans le dossier de création, puisqu'on a été amené à faire un dossier modificatif. En ce qui concerne les maisons, la différence se fait tout simplement parce que il y aura quelques maisons qui seront contenues dans un prix bien précis, ce qu'on avait demandé, d'avoir les maisons qui ne dépassaient pas, alors je parle, mais 200 KE, et quelques maisons qui vont faire l'objet d'une bonification par l'aménageur pour avoir une qualité en termes d'énergie pour des gens qui n'auraient pas les moyens, entre guillemets, de mettre ces maisons-là au niveau d'exigence tel qu'il est aujourd'hui et qui comportent un coût. Donc il y a une différenciation, et les autres sur les parcelles de 300 mètres, c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve dans toutes les opérations où les parcelles maintenant sont rarement au-delà de 300 mètres. Donc il y a une petite différenciation. Il y a quelques maisons qui vont être, c'était ce qu'on avait demandé à l'aménageur, qui vont être conclues en termes de prix, corrigés de ce qu'on connaît aujourd'hui, les évaluations de prix, etc., du coût des matériaux. Et certaines seront amenées toutes à ce niveau-là d'exigence en matière d'économie d'énergie. Donc il y a bien différenciation. Voilà. Monsieur Margot. Alors j'ai plus le nombre en tête, mais il suffit de... Monsieur Margot. Pour répondre aux exigences du préfet sur la densification, ne serait-il pas plus utile ou plus logique à ce moment-là d'envisager plutôt de petits collectifs avec un grand jardin partagé plutôt qu'une multitude de petites maisons côte à côte et une absence totale d'espace extérieur réel, puisque vous savez pertinemment, on le sait par expérience, c'est pas propre à Melès, qu'un espace extérieur de 40 mètres carrés finira en terrasse, plus ou moins aménagé, plus ou moins terminé, mais il n'y aura pas de végétalisation de ces espaces. Donc on va même aller en artificialisation supplémentaire de sol, puisque les propriétaires ne planteront pas de pelouse probablement et trouveront un moyen ou un autre d'utiliser l'espace. Moi, je serais plutôt enclin à privilégier dans ce cas-là de petits collectifs. Et puis de la même façon, je le rappelle, monsieur le maire, comme je l'avais dit la fois précédente, je crois qu'on rate, peut-être pas encore définitivement, mais on rate à Melès l'occasion de faire enfin du vrai logement social intégré et non pas des bâtiments différenciés. Je crois qu'on devrait prendre exemple sur d'autres communes en France qui construisent leurs logements sociaux à l'intérieur de programmes immobiliers plutôt que de faire des immeubles identifiés d'un côté de la rue et des immeubles identifiables de l'autre côté de la rue. Je pense qu'en termes de... Alors vous adorez un mot et je vais l'utiliser pour vous faire plaisir, mais d'inclusion, qui sont totalement à l'encontre de ce qu'est la réalité et d'études qui sont depuis maintenant plus de 25 ans ou 30 ans sur ce sujet et qui ont démontré depuis longtemps qu'il valait mieux mettre 30% de logements
aider dans une unité, dans un immeuble classique, plutôt que de faire 30% de logements aidés sur une parcelle. Voilà. Mais je regrette profondément que dans vos fiches de tout à l'heure, vous n'ayez pas une belle fiche sur ce sujet. Je vous avais alerté il y a quelques mois là-dessus. Vous n'avez pas avancé, me semble-t-il, sur ce sujet. Sur la diversité des logements, M. Mouret. Oui, sur les logements dits aidés, sur les dernières opérations réalisées, ils s'intègrent parfaitement bien. Je prends Jardin du Feuil, où ils sont intégrés. Demain, le Haut-Bocage et Jardin de Constance, ils sont parfaitement bien intégrés. Sur ce dont vous parlez là, il y a une difficulté majeure. C'est de faire cohabiter, entre guillemets, dans une même unité de lieu, des logements. Non, mais vous pouvez hocher de la tête, c'est une réalité, on est confronté à ça et on discute à ça. Voilà, je n'ai pas beaucoup de connaissances par rapport à vous, mais celle-là, je l'ai bien en tête. Qu'il est extrêmement difficile de gérer, en termes de gestion, des appartements dits libres et une gestion de logements aidés. Voilà pourquoi c'est aussi difficile à réaliser en France et à Melesse, pas plus pire qu'ailleurs. Par contre, moi je trouve, et je pense que la façon dont on s'applique à intégrer les logements dits aidés dans des opérations globales, c'est plutôt de bonne facture et ça se passe plutôt bien. Je confirme ce que M. Maury vient de dire. Nous avons tous l'exemple de la construction de la résidence Phébus, où il y a de l'accession aidée, 50%, à côté d'un lotissement où c'est de la location sociale en maison. Juste dessus, c'est la location sociale en appartement, et une résidence toute récente en habitat participatif, en locatif social, rue des Acacias. Mais C'est bien une intégration de l'ensemble dans ce quartier et de l'habitat en lotissement qui borde également la rue des Acacias et qui font un ensemble cohérent. Nous avons des visites extérieures qui viennent de voir comment ceci a été fait. Donc ne dites pas qu'on reste sans rien faire, nous avançons. Nous avançons avec les contraintes qui aujourd'hui existent, et je ne vais pas répéter ce que M. Maury vient de dire, ces contraintes-là sont réelles. Quant à la zone, sur la zone de la ZAC du Feuil, vous évoquiez qu'il eût été mieux préférable de faire des petits collectifs plutôt que des petites maisons sur des petits terrains. Ce que nous avons retenu, c'est un mixte de l'ensemble. C'est à la fois, en effet, des petites maisons, c'est aussi des petits collectifs et des collectifs un peu plus grands. Donc c'est bien un ensemble cohérent d'un habitat diversifié que nous avons retenu avec une part importante de logements aidés. On le mentionne dans la proposition de délibération, donc origine c'est pas 25%, mais c'est 30%. Et le label haute qualité environnementale. Obligatoire ça. Y a-t-il d'autres remarques? Je vous prie au vote. En invitant le conseil municipal à valider l'émission de cet avis favorable au dossier d'autorisation environnementale du projet d'aménagement de la ZAC du Feuil, en précisant que le pourcentage de logements locatifs sociaux sera de 30% et le pourcentage de logements en accession aidée de 5%, conformément au traité de concession, et que cet avis sera transmis à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine et au commissaire enquêteur. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cet avis? Qui s'abstient sur cet avis? Bien, je vous remercie beaucoup. Les points suivants portent sur des propositions d'avenant à deux marchés dans la construction de l'équipement multifonction. Je vais demander à Mme Marie-Lydine Massé de faire la présentation. En termes de méthode, je vais lui demander de faire la présentation globale de l'ensemble de ces avenants. Et ensuite, je serai amené à soumettre au vote du Conseil avenant par avenant. Ça va? Pardon? Juste une question préalable, si je peux me permettre, avant qu'on adopte les 6 délibérations. Vous avez publié en avril-mai 2019 un tableau récapitulatif des dépenses liées à la salle multifonction. C'est un tableau que j'avais sous les yeux il y a quelques instants, mais que je vais reprendre,
qui faisait apparaître un certain nombre de lignes bien identifiées de dépenses, et nous n'arrivons pas aujourd'hui à reconstituer, parce qu'on a un coût des montants hors taxes, un coût des montants TTC, un coût des montants qui débordent. Est-ce qu'on pourrait vous demander, s'il vous plaît, monsieur le maire, de réactualiser le tableau tel qu'il avait été publié donc, dans le Melec Magazine en avril-mai 2019, c'est le numéro 41, qui faisait apparaître le coût de la salle multifonction. En dessous, vous aviez identifié 4 lignes, les prestations intellectuelles, les travaux, les panneaux photovoltaïques et les aléas. Le coût des terrains, vous faisiez apparaître ensuite l'aménagement du mail et sur une autre ligne, l'aménagement de la gare routière, ce qui donnait un total hors taxe. Vous faisiez votre calcul de total TTC, et ensuite vous aviez les subventions attendues qui pourraient peut-être aujourd'hui être remplacées par une ligne subvention attendue et une deuxième ligne subvention obtenue, puisque j'imagine qu'il y a un certain nombre de certitudes qui sont déjà acquises. Alors le fonds de compensation sur la taxe de la valeur ajoutée, c'est bien de le mettre, même si après il faut vérifier avec leur taxe, mais c'est pas mon cas. Ce qui nous permettait d'avoir un chiffre du total opération, alors non pas du total opération, mais du coût pour la commune de cette opération, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il vous serait possible de réactualiser ce tableau sur la base des chiffres que l'on connaît à partir de ce soir, modulo les avenants qui vont être passés dans les délibérations de ce soir, et sur lesquels nous allons évidemment nous abstenir pour ce qui concerne les 6, mais c'est conforme et logique par rapport à notre position depuis le départ. Réponse à votre question, oui, c'est possible. D'accord. Pas ce soir, monsieur. Bien évidemment, monsieur le maire. Et dans quel délai est-ce que ce document pourra nous être adressé avant le prochain conseil municipal, si cela est possible? Je pense qu'il nous faut un peu de temps là. Ça m'inquiète qu'il vous faille du temps pour le faire, vous. C'est normal qu'on ait eu du mal à le faire, nous, mais ça m'inquiète que vous ayez eu du temps. Il y a 8 lignes, monsieur le maire. On le fera dans la meilleure des. D'accord. Monsieur Bory. Ouais, juste pour comparer des tableaux à un instant T, il faudra aussi avoir une grille de lecture, puisqu'on ne peut pas comparer des choux et des carottes, et qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'événements, donc il faudra effectivement, pour éviter d'avoir une lecture un peu brute. Mais détrompez-vous, monsieur Bory. Amusez-vous à faire le calcul, vous verrez que c'est pas si violent que ça. Non, mais vous verrez que c'est pas si violent que ça. Je peux finir? Oui, vous. Non, parce que vous êtes déjà dans l'argumentaire. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous permettez de dire qu'il ne peut pas finir? Non, mais. Monsieur Marot, je peux m'exprimer, C'est monsieur Bory qui a la parole. L'ordonnateur des bonnes grâces ici. C'est le maire. Monsieur Bory, vous avez la J'entends parole. aller au bout de mon raisonnement. Merci. Clairement. Je dis simplement que des tableaux, et vous avez tout à fait raison, parce que c'est important de le comparer, mais je dis qu'il faut une grille de lecture. Il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour expliquer, pour éviter d'avoir des comparaisons comme ça, effectivement, qui ne seraient pas les bonnes comparaisons. Voilà, c'est tout. Merci de votre écoute, Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Marvaux. Madame Marie, Monsieur Jean-Baptiste. Dans le- présentation globale, s'il vous plaît. présentation globale, dans le cadre donc du marché, lot numéro 2 attribué à l'entreprise Covera. Donc l'avenant numéro 2, pour le lot numéro 2, à l'entreprise Covera, pour 2 200 €, pour permettre une modification d'accès aux douches, et qui représente une augmentation de 0,30% au regard du lot et de 0,05% au regard du projet. L'avenant numéro 3 pour le lot numéro 2, toujours attribué à Covera pour 6 000 € et qui permet l'emprunt des motocontrôlés qui représente une augmentation de 0,81% au regard du lot et 0,14% au regard du projet. Un avenant numéro 4 toujours pour le lot numéro 2 à l'entreprise Covera de 27 280 € et qui est une prolongation de location basique parce que le chantier a duré dur plus longtemps que prévu initialement. Donc une augmentation de 3,66% au regard du lot et de 0,64% au regard du projet. Un avenant numéro 5 pour le lot numéro 2 Covera de 409,50 € pour modifier l'ouverture du TGBT, une augmentation de 0,05% au regard du lot et 0,01% au regard du projet. Enfin, un avenant numéro 6 pour le lot numéro 2 de l'entreprise Covera pour
3245 pour déplacer la base lit afin de terminer les travaux de bois de la maille, et qui représente une augmentation de 0,44% au regard de l'eau et 0,08% au regard du projet. Et un avenant numéro 1 pour le lot numéro 4 à l'entreprise Axima Concept de 12 002,38 € correspondant à une isolation pour la membrane air, donc pour un montant de, qui représente 1,59% d'augmentation au regard du lot et 0,28% au regard du projet. Merci. Demande de précision. Je soumets donc au vote du conseil municipal, avenant par avenant. Donc l'avenant numéro 2. J'invite donc le conseil municipal à approuver l'avenant numéro 2 au lot numéro 2 gros œuvre d'un montant de 2 200 € hors taxe et m'autoriser à signer ce document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4. Validé. L'avenant numéro 3. J'invite le conseil à approuver l'avenant numéro 3 au lot numéro 2 gros œuvre d'un montant de 6 000 € hors taxe et de m'autoriser à signer tout document sur relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4. Donc approuvé. L'avenant numéro 4, j'invite le conseil à approuver l'avenant numéro 4 au lot numéro 2 gros œuvre d'un montant de 27 280 € hors taxe et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4. Approuvé. L'avenant numéro 5. L'avenant numéro 5, j'invite le conseil à valider cet avenant au lot numéro 2 gros œuvre d'un montant de 409,50 € hors taxe et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Approuvé. L'avenant numéro 6. J'invite donc le conseil à approuver l'avenant numéro 6 au lot numéro 2 gros œuvre d'un montant de 3 240,50 € hors taxe et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4. Donc approuvé. Et puis l'avenant numéro 1, l'approbation de l'avenant numéro 1 au lot numéro 4 couverture badage pour un montant de 12 002,38 € hors taxe et m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 4. Validé. En vous remercie. Le point 12 de l'ordre du jour. Une subvention à l'OGEC. Monsieur Mathieu Jantès. Dans le cadre de l'organisation du plan méridien, l'OGEC a été avec les services municipaux à installer des dispositifs permettant les affichages d'informations et d'activités. L'OGEC a pris en charge de l'installation de cette vitrine. Il est proposé de rembourser le montant de cette vitrine sur la base d'une facture de 277,14 €. Merci. Une demande de précision. J'invite le conseil donc à valider l'attribution de cette subvention de 277,14 € à l'OGEC de la commune, à m'autoriser à verser cette subvention et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui ne prend pas à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point 13. Le cas des pompiers, subvention Sainte-Barbe. Dans le cas de la Sainte-Barbe, qui se déroulera cette année à Melesse le 10 décembre prochain, l'amicale des pompiers de Melesse sollicite une subvention auprès de la ville. Il est proposé d'allouer une subvention composée par repas et par pompier en fonction, selon le nombre de 26, sur la somme de 780 €. L'avis du conseil a validé l'attribution de cette subvention de 780 € à l'amicale des pompiers et à m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Madame Mestri. Qui est opposé? Qui s'abstient? En remerciant. Contrat territoire, le point 14. Demande de subvention pour l'année 2023 au titre du soutien aux images et sons. Madame Leray. Dans le cadre du contrat de territoire entre le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et la communauté de communes du Val-d'Ille, il est nécessaire
programmation annuelle du volet 3 pour financer les actions de fonctionnement récurrentes. Toute action ou manifestation relevant de l'inclusion sociale, du bien vivre ensemble, de l'enfance et de la jeunesse, de l'accès à la culture et du sport pour tous, l'équilibre territorial du développement durable et de la transition énergétique peut être proposé au volet 3 de ce contrat de territoire avec une participation maximum du département de 50% du coût de l'opération. Pour la lecture publique, l'éligibilité des projets concerne en particulier le développement des fonds multimédia, images et sons. Il est ainsi proposé de solliciter le cofinancement du conseil départemental pour l'action suivante, le soutien à la constitution du fonds multimédia de la médiathèque à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles, soit pour 8 000 euros, 4 000 euros. Le conseil municipal sera donc invité à valider la demande de cofinancement présentée ci-dessus, autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Une demande de précision. C'est bon. Je soumets donc à la validation du conseil municipal. Qui ne prend pas part au vote? Madame Mestri. Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Point 15. Personnel municipal, rémunération des agents recenseurs. Madame Mestri. Dans le cadre du recensement général de la population meulésienne qui se déroulera du 19 janvier au 18 février, il convient de fixer la rémunération des agents recenseurs qui seront recrutés. Nous recevrons pour cela une dotation de l'INSEE de l'ordre de 15 000 euros. Le montant exact n'est pas encore connu. La rémunération sera calculée par logement recensé, à savoir 2 euros par feuille de logement collecté, 1,80 € par bulletin individuel enquêté, 1 euro par feuille de logement non collecté, 30 € par demi-journée de formation suivie, il y a 2 demi-journées de prévues, 45 € pour la tournée de reconnaissance, 15 € d'indemnité de frais de déplacement dans les districts urbains et 50 € dans les districts ruraux. Merci. Clair pour tout le monde, je peux soumettre au vote. Donc je vous invite à valider cette rémunération, telle qu'elle est détaillée et que Mme Mestri vient de nous en faire lecture, et de m'autoriser à signer tout document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Point 16 de l'ordre du jour, convention à l'inventaire patrimonial avec la région Bretagne. Madame Leray. Dans le cadre de la révision de l'inventaire du patrimoine, la région Bretagne sollicite la commune de Melège pour accueillir sur son territoire un groupe de 4 étudiants-étudiantes en Master 2, restauration du patrimoine bâti et des sites, REPAPS, de l'Université de Rennes 2, qui revisiteront et compléteront l'inventaire des architectures en terre. En 2005, un premier inventaire a été réalisé et a permis d'identifier 228 édifices sur le territoire de la commune, comptant tout ou partie d'architecture en terre. Nous avons, pour votre information, reçu cette demande le 25 octobre dernier. La région Bretagne a développé une collaboration avec le Master 2 REPAPS de l'Université de Rennes 2. Le groupe d'étudiants et étudiantes sera encadré scientifiquement par le service de l'inventaire du patrimoine de la région et de l'université. Leur mission consistera en un inventaire du corpus à des fins de précision, une collecte d'informations complémentaires telles que l'existence de dépendances au bâti, l'existence de nouvelles constructions en terre, la restauration de bâtis en terre. Une restitution des travaux sera conduite et les données produites seront ensuite accessibles publiquement via le portail de l'inventaire du patrimoine. Dans ce cadre, il est proposé de conclure une convention entre l'université et la commune pour une durée de 6 mois. L'opération se déroulera pendant l'année universitaire 2022-2023, soit de novembre 2022 à fin avril, début mai 2023. L'Université de Rennes mettra à disposition tout matériel nécessaire aux étudiants. La commune mettra à disposition une salle pour que le groupe puisse travailler. La communication autour de cette opération sera assurée conjointement par l'université, la région et la commune. Il est proposé d'allouer une participation au remboursement des frais de déplacement des étudiants à hauteur d'un montant de 500 € maximum sur la durée de la convention, de prendre en charge les frais de déjeuner des étudiants sous forme de gratuité au restaurant municipal. Merci. Une demande de précision, monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, c'est une excellente initiative, et j'espère qu'il a, mais c'est une très très bonne chose qu'on puisse s'y associer. La question simplement, madame Leray, vous nous dites qu'il y a une collecte d'informations et qu'elles seront rendues publiques.
est-ce qu'on sait quelles sont les informations qui vont être réellement collectées? Et parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur le patrimoine de Bretagne, en particulier des photos qui avaient été faites à une époque. Est-ce qu'on est donc soumis... Ça va être lié au travail, excusez-moi, ça va être lié au travail de recherche et des questions que les étudiants vont bâtir. Ce qu'on nous a indiqué déjà à titre d'exemple, s'agit-il de façade principale ou secondaire, d'habitat ou dépendance, avec quoi la terre est-elle conjuguée, pierre, bois, briques, quelle typologie d'habitat et de construction cela concerne-t-il, possibilité de dater les périodes constructives, quel état des bâtiments et quelle restauration, etc. Donc il y a un certain nombre de questions qui vont être en postulat, je dirais, de cette recherche et qui vont ensuite guider. Bon, après, je pourrais en donner plus, notamment au moment de la commission. Non, c'est plus l'idée de savoir comment on va prévenir les propriétaires qu'il va y avoir cette démarche. Les étudiants sont... Alors, il va y avoir une communication avec l'université, par l'université de la région, auquel nous allons être associés. Et nous allons... les étudiants sont autonomes et s'appuient sur le travail, enfin, la méthodologie qu'ils ont l'habitude de... Bien sûr. Non, mais parce que j'imagine qu'ils vont vouloir, et c'est tout à fait logique, ce qui sera intéressant, c'est rentrer dans les propriétés privées pour justement voir les maisons, voir les façades, voir les dépendances. Il y a beaucoup de choses qui... Bien sûr. Mais du coup, je pense que... Alors, il y a des contacts et il y a des autorisations. Vous nous dites qu'il y a une communication qui va être faite par la mairie, à travers le bulletin municipal, à travers l'appli, à travers... Qui va être faite par l'université et la région, en appui, et aussi en appui sur les supports de la commune. Donc, voilà, on va... Non, je me permets juste d'insister sur le fait que ça me paraît extrêmement intéressant d'informer le plus en amont possible les propriétaires pour qu'un maximum d'entre eux jouent le jeu sur la transmission d'un maximum d'informations sans pour autant... Voilà. C'est totalement prévu. J'ai entière confiance dans ce que nous a proposé l'université et la région. Et là, il s'agit d'abord de porter à connaissance du conseil municipal. Nous allons avoir une entrevue rapidement avec la région et l'université qui va nous exposer la méthodologie. Et donc moi, je pourrais faire une information plus précise si vous suivez le conseil municipal ou aussi la prochaine commission. Évidemment, je donnerai... Non, mais la restitution va être passionnante. La restitution sera publique. Mais elle sera passionnante. D'accord, parfait. Merci beaucoup, madame. D'autres remarques? Questionnements? Je soumets donc au vote du conseil municipal en vous invitant à valider les termes de cette convention avec l'université de Rennes 2 et de m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Le point 17. Logement du 10 allée Rouge-Côte. Convention de mise à disposition temporaire. Madame Virol. Depuis le 6 septembre 2022, la maison située 10 allée Rouge-Côte accueille des personnes déplacées d'Ukraine. Ainsi, deux familles composées d'un adulte et de deux enfants et de deux adultes qui sont les grands-parents des enfants sont accueillis dans cette maison. Ces personnes font l'objet d'un accompagnement par l'antenne de Rennes de l'association Coalia et d'un soutien par les services du CEDAS. Par conséquent, il est proposé d'encadrer la mise à disposition de cette maison à ces personnes en colocation par l'établissement d'une convention qui conviendrait qui pourrait statuer sur l'établissement d'un loyer de 200 € par famille, la prise en charge des études par la ville et une fin d'occupation temporaire au 30 juin 2023. Merci. Une demande de précision. Le projet de convention a été annexé. Donc je soumets au vote du conseil municipal en invitant le conseil municipal à valider les termes de cette convention, à m'autoriser à la signer, ainsi que la convention qui sera ultérieurement établie avec les services de la caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine afin de percevoir l'aide pour le logement directement, et de m'autoriser à signer tout autre document relatif à cette délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? En vous remerciant. Point 18. Convention et la Ligue contre le cancer pour un espace sans tabac. Madame Sophie Leray, en quelle lecture? La ville de Melesse, soucieuse de protéger la population et l'environnement, souhaite mettre en place un espace sans tabac au sein de la commune. Le tabagisme reste en effet en tête de toutes les causes de cancer, loin devant les autres facteurs de risque. Il est notamment responsable de 73 000 décès, dont 45 000 par cancer chaque année en France. Il constitue ainsi le facteur de risque évitable de cancer le plus important. En sans tabac, près d'un tiers des décès par cancer pourraient être évités.
création d'espaces sans tabac est un instrument d'action à disposition des communes pour participer à cette lutte contre le tabac efficacement. Un lieu a été identifié par la commune pour l'installation de cet espace sans tabac, l'allée Jules Ferry, et donc plus précisément la zone comprise entre l'école élémentaire publique et l'école maternelle publique. Dans le cadre de ce projet, il est proposé donc au conseil municipal de conclure une convention avec le comité d'Ille-et-Vilaine de la Ligue nationale contre le cancer. La commune s'engage à interdire la consommation de tabac sur l'espace cité précédemment, de créer un arrêté municipal d'interdiction de fumer sur la même zone et de faire apposer des panneaux espace sans tabac aux entrées de cet espace. Le comité d'Ille-et-Vilaine et la Ligue contre le cancer s'engagent quant à lui à accompagner la commune via des stands de sensibilisation si besoin, inscrire les petites zones dans le recensement national des espaces sans tabac. Et donc ceci a été vu en commission environnementale. Merci. Demande de précision. Je pense que c'est clair. Donc j'invite le Conseil à valider les termes de cette convention de partenariat avec le comité d'Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, m'autoriser à la signer ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Terre de source, désignation d'un ou d'une représentante de la commune. En délibération en date du 17 novembre 2021, le conseil municipal a adhéré à la convention constitutive du groupement de commande marché terre de source coordonné par CEDR. Pour mémoire, ce groupement de commande s'adressait aux syndicats de production d'eau potable au pays de Rennes de Fougères et ainsi qu'à leurs EPCI et communes et a pour objectif de participer à la préservation des qualités de l'eau potable distribuée par Eau du Bassin Rennais et Eau du pays de Fougères, participer à la préservation de la qualité de l'air au titre du plan climat énergie territoriale sur les territoires de pays et établissements publics de coopération intercommunale pour les métropoles, communautés d'agglomération et communautés de communes, optimiser la satisfaction des besoins en produits alimentaires durables des adhérents du groupement de commande en référence aux objectifs de la loi EGalim et développer des actions d'éducation à l'alimentation durable. La commission d'appel d'offres du groupement ainsi que le président de la CAO sont ceux du coordinateur, à savoir la CAO de la collectivité du bassin rennais. Le président de la CAO désignera un représentant de chaque membre adhérent au groupement de commande sur proposition des adhérents au titre des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces représentants sont invités à participer avec voix consultative aux réunions de l'appel d'offres. Merci. Demande de précision. Pour représenter la commune, je propose la candidature de M. Mathieu Jantes à cette commission. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc je soumets au vote. De désignation de M. Mathieu Jantes pour représenter la commune au sein de cette commission d'appel d'offres du marché terre de source. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Je vous remercie. Au titre des informations à suivre, je ne reviens pas sur les documents, les tableaux figurant à la note de synthèse. Je demanderai simplement à Mme Marie-Ignace de faire un point très synthétique du rapport d'activité de la collectivité eau du bassin rennais. Le contexte que nous avons traversé le justifie. Laisse faire. Je vais vous faire rapidement le RPQS du CEDR, sachant que normalement il est présenté à la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui est adhérente, mais ça nous semblait important de parler d'eau potable à une période où l'eau potable est précieuse et non plus à manquer. Donc rapidement, vous avez une carte qui vous représente le périmètre de eau du bassin rennais. Donc c'est toute la zone bleue avec le confort communauté, la CCDIA, Rennes Métropole, et puis quelques communes satellites autour.
mission de Eau du bassin régnier, c'est la protection de la ressource, la protection de la production d'eau potable et ensuite la distribution de cette eau potable. Dans la protection de la ressource, il y a deux choses qui sont la mise en œuvre de la politique réglementaire et puis la politique volontaire. Donc, la politique réglementaire, c'est une protection de captage par arrêté préfectoral et les politiques volontaires, c'est les contrats qui sont signés avec les bassins versants et qui amènent à faire des missions transversales. Il y a aussi la mise en œuvre des terres de sources dont on vient de parler tout à l'heure et des missions spécifiques en direction des agriculteurs et agricultrices et du captage prioritaire et des suivis hydroécologiques. Tout le volet agricole des contrats sont signés avec les différents DG de façon à pouvoir faire des animations collectives, des groupes de travail, des accompagnements au changement de pratique et travailler sur des innovations techniques agronomiques moins impactantes dans le cadre de l'accompagnement individuel avec des diagnostics de changement de système et des accompagnements sur les mesures agro-environnementales. Aujourd'hui, sur les différents bassins, c'est sur Chascanu, 6 agriculteurs concernés, Haute-France 10, Haute-Saône 29 et Grande-Saône 15, avec une surface de désherbage mécanique qui aujourd'hui dépasse les 350. Par rapport à la protection de la ressource, toujours, la qualité des eaux brutes si on prend en compte le paramètre nitrate est tout à fait satisfaisant puisque aucun dépassement n'a été constaté en 2021 et que l'on note une amélioration sur l'ensemble des départements. Il n'en va pas de même avec le paramètre pesticide. En fait, si les flèches que l'on voit dans les tendances sur 5 ans sont au vert, ça pourrait nous faire croire que c'est plutôt bien, alors qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que juste ça n'augmente pas, sauf pour la reprise en semelle. Mais ça n'augmente pas, mais pour autant, comme on part d'une situation qui n'est pas bonne, le fait de ne pas augmenter ne rend pas la situation bonne, elle est juste, elle fait qu'elle ne s'aggrave pas. Les problèmes rencontrés essentiellement sont sur les métabolites de molécules de traitement de maïs en PV, donc sur la terre nue, et qui sont les ésamétolachlores. D'où les travaux importants avec le monde agricole sur le désherbage mécanique. Pour la production d'eau et les usines, il y a eu en 2021 de 689 000 euros d'investissement et qui concerne la finalisation des travaux de refonte de la filière ville de Villeneuve et le début des études de modernisation de l'usine de Renfrénel qui va connaître une grosse rénovation. Plus localement, sur la production d'eau, vous verrez bientôt à la Mézières le réservoir qui va être changé. Et puis voilà, et l'usine de Diligence qui continue sa rénovation. La production d'eau et les prélèvements, en fait, on a prélevé en 2021 28 millions de mètres cubes, 26 millions 901 millions, non 26 millions 901 000, pardon. Et ce qui fait qu'on améliore notre, disons qu'on utilise moins d'eau pour laver l'eau, on va dire ça. Les projections pour 2035 qui, elles, sont OCM, qui pour le coup amènent des points de vigilance puisque les projets de projection de consommation pour 2035
pour faire face à une année de consommation d'eau potable, il faut absolument que la chaise soit pleine. Et donc, pour que la chaise soit pleine, on pompe dans le meux des mètres cubes d'eau qui vont d'abord alimenter l'usine de Villejean, pour 812 000 mètres cubes, c'est ça. Et ensuite, pour 480 000 mètres cubes pour remplir la chaise, de façon à ce que le fait que la chaise soit pleine couvre 8 mois de consommation. Et cette année, on a puisé dans une autorisation que l'on a, mais que le préfet nous demande d'éviter d'utiliser, mais qu'il accorde sur un nombre de mètres cubes précis en cas d'urgence, comme on a eu cette année, et qui est l'étang des Doublières, et sur lequel on a prélevé l'année dernière 120 000 mètres cubes, et en 2022, on en parlera l'année prochaine, mais c'est beaucoup plus gros. Et juste pour terminer cette diapo, le barrage du Canut, on parlait des pesticides tout à l'heure, en fait, le Canut se trouve plus haut que la chaise, et normalement, c'est le Canut qui alimente la chaise, tout simplement par gravitation, et on ne peut pas l'utiliser, puisque le Canut, lui, a un problème de... Et donc, c'est pour ça qu'on tombe dans le... Donc, du coup, en termes d'énergie, pour le coup, c'est beaucoup plus cher, mais au moins, la ressource en eau brute est correcte. La distribution de l'eau, en fait, la distribution de l'eau, donc là, c'est les travaux de renouvellement de réseau. Donc, il y a 49 km, 48 de renouvellement. Et en construction, extension, il y a 13 km 45. La défense extérieure contre l'incendie, c'est une des prérogatives aussi de CEDR et qui accompagne des communes de Molesque, en fait, sur les assistances DECI et sur les schémas intercommunaux de défense incendie. La population et la consommation de l'eau. La consommation unitaire moyenne, elle est de 66 mètres cubes par abonné et par an. Et on considère que c'est une consommation qui est stable par rapport à 2020. Les volumes, par contre, des plus gros consommateurs professionnels, elles, tendent à augmenter. Le programme Ecodo, j'en reparlerai dans la dernière diapo, vraiment sur ce qui s'est passé à Molesque, ou ce qui se passe à Molesque. Mais voilà, il y a vraiment une politique d'économie d'eau, et avec une sensibilisation des habitants et une charte qui est signée avec des grandes surfaces sur des appareils spécifiques pour économiser l'eau. Donc 29 communes engagées, c'est 1090 élèves sensibilisés et c'est 89 500 € d'aide accordée. La production et donc la distribution maintenant. Donc nous on est encore, la commune de Molesque, on est encore sous contrôle de Veolia, en fait, avec une délégation de service public. L'objectif étant que de ramener à terme, à la fin des différentes délégations, de distribuer un maximum de monde par la SPL ou du bassin régional. Et enfin, le deuxième, par rapport à la distribution, toujours le deuxième gros engagement, c'était d'une harmonisation tarifaire. Et quand vous regardez les cartes, elles sont de plus en plus jaunes, donc ça veut dire qu'on est de plus en plus dans le même écart, dans le même niveau de prix. En fait, l'écart sur facture 120 mètres cubes est passé de 150 € à 11 € en 6 ans, entre les plus chers et les moins chers. Avant, il y avait 150 € sur 120 mètres cubes de différence. Il y en a plus. Enfin, deux choses qui sont aussi développées par CEDR, c'est la tarification sociale, donc avec un chèque eau et un crédit famille nombreuse. Je vous laisserai regarder les finances par les différentes missions.
16 millions d'investissement, donc 10 millions en fonctionnement, et en recettes, 21 millions en fonctionnement et 3 millions d'investissement. Durée d'extinction de la dette de 2,7. Juste pour faire un petit focus sur l'ES et le programme Écodo, vous avez entendu parler parce que c'est très récent en fait, les ambassadeurs de l'eau sont venus le 22 septembre sur le marché ES, ils ont vu 250 personnes, ce qui est plutôt très, très intéressant. Il y a des interventions prévues avec les bailleurs sociaux en porte-à-porte, donc vous avez les dates là, prévisionnelles, je crois, vous voyez, ils sont par là en ce moment. Il y a une animation scolaire prévue à l'école Saint-François. Juste un petit rappel de ce qui a été fait. Donc le diagnostic, le Melès a été la première commune à faire son diagnostic avec CEBR et avec un tas de préconisations que nous nous sommes empressés de mettre en place. Sur les travaux de production d'eau à Melès, il y a une étude qui est lancée sur la refonte de la station de pompage de la Sauderaie, tout le monde voit où elle est, sur les 1 des 27 là-bas. L'idée étant de passer de 200 mètres cubes heure à 400 mètres cubes heure pour alimenter le nord de Rennes. Il y a une bâche de stockage qui va être renouvelée aussi, le château d'eau de la Mézière dont on a parlé. Il y a eu un renouvellement de réseau sur la RD 28, donc pour 3 km, 30 000 branchements et 616 000 €. Et le renouvellement de réseau d'eau de la rue de l'Estorge. Et enfin, c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour. Ok, merci. Merci. Oui, monsieur Marlot. Juste par esprit d'escalier, il y a une borne de défense incendie à l'angle de la D27 et la rue Dominique qui avait été détruite suite à un accident à l'été 2021, je pense, je n'ai pas la date, et qui n'a jamais été remise, en tout cas pas été remise au même endroit. Elle a été déplacée, elle a été... ça m'étonne qu'elle n'ait pas été remplacée parce que en général c'est immédiatement remplacé, elle a été mise quelque part ailleurs. Je sais pas, mais vous n'avez peut-être pas l'info là, mais... On va regarder. C'est celle qui était située juste derrière, vous voyez. Bien. Merci pour cette présentation synthétique. Par application du décret 2022-1091 du 29 juillet 2022, j'informe le conseil municipal. J'ai désigné comme correspondante incendie et secours Madame Marie Bouclassé. Ça crame. Et pour information du conseil municipal, après avoir examiné la proposition du conseil local de la biodiversité sur la trame noire et nos propres analyses, les horaires d'éclairage public vont évoluer. Et en deux grandes parties, je dis. Rue de Rennes, rue de Montreuil, place de l'Église, rue des Lilas, rue de la Mézière, l'ensemble des rues qui sont connectées sur les mêmes armoires sous tension. Un éclairage le matin dès 6h15, c'est-à-dire l'horaire du passage du premier bus, jusque du lundi au vendredi 21h le soir, passage du dernier bus. Et sur le samedi et le dimanche, un allumage le matin à 8h jusqu'à la nuit du jour, bien sûr, et une extinction le soir à 23h. Et pour les lotissements, pour pouvoir garder une incitation aux parents et aux enfants pour pouvoir venir à pied ou à vélo à l'école, un éclairage de 7h30 le matin jusqu'au lever du jour, et une extinction le soir à 20h. Sont en cours de mise en place ou de vérification des systèmes de détection et d'éclairage automatique devant les salles polyvalentes, les salles de sport, les salles des associations et les salles qui sont ici également en bordure de la mairie. Et que dès que ceci sera fait, eh bien, disposition
installations seront mises en route. Ceci permettra à la fois de favoriser la biodiversité en trame noire et aussi à la commune de faire des économies sur l'éclairage public. Les illuminations de Noël vont être un peu modifiées, je vais essayer de le dire. On se calait, oui, on a vu en commission développement économique, donc le 8 décembre, on réitère l'opération l'année dernière qui avait vu de nombreux enfants assister à la mise en lumière du sapin et puis à l'arrivée du Père Noël. Donc les horaires se caleront sur les horaires d'éclairage public. Il n'y aura pas d'éclairage en continu pour rester fidèle à ce qu'on avait décidé en commission développement économique. J'en profite, le 9, c'est le marché de Noël. Hein, c'est le marché de Noël. Et puis, Françoise en parlera mieux que moi, mais le 10, le samedi 10 à 18h. Concert de la maîtrise de Bretagne, qui est rattaché au conservatoire à l'église de Melesse. Donc à 18h. Par ailleurs, et en parallèle, un accompagnement, une incitation des particuliers à également limiter l'éclairage et des professionnels de la commune limiter également l'éclairage va également être engagé. Voilà, pas d'autres points particuliers. Vous avez une question, M. Ferrand? Oui, une question concernant les événements climatiques du 14 septembre dernier. Vous aviez lancé une procédure de catastrophe naturelle. Nous, le groupe Ensemble pour Melesse, souhaitait savoir où en était cette démarche. Parce que vous avez appelé les habitants à déclarer leurs accidents sur différents supports, dont le site internet de la ville. Alors, je ne sais pas si on a un retour de la commission. Le dossier a été instruit d'abord au niveau de la préfecture, transmis au ministère, à Paris. La commission, enfin, le dossier de Melesse, la demande de Melesse a été examinée lors de la commission du 15 novembre, donc c'est tout récent, et on n'a pas eu d'information oralement, si ce n'est que l'arrêté a été en cours de rédaction. D'accord. Par ailleurs, nous avons gardé le contact avec les riverains qui ont subi des inondations. Un travail est engagé auprès des propriétaires fonciers qui nous semblent avec lesquels il nous semble nécessaire de convenir de travaux d'aménagement permettant de limiter les eaux de ruissellement par très très forte pluie venant du point le plus haut vers le point où il y a d'habitat. Des points sont en cours de discussion et en voie d'accord et quelques travaux sont déjà réalisés. Un point de situation globale pourra être fait dès que l'ensemble des éléments nous en disposerons. D'accord. Une réunion technique est également prévue avec un technicien rivière, eau et rivière de... Non, c'est pas... Un technicien rivière de l'EPTB. Voilà, avec un rendez-vous technique demain, ici. Voilà. Une autre question encore concernant ce quartier des Fontenelles, concernant l'aire de jeu qui a été supprimée. Y aura-t-il un nouvel aire de jeu sur ce quartier, identique à ce qui avait été convenu initialement? C'est à l'étude. D'accord. C'est à l'étude mais ce ne sera pas strictement identique. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Très bien. Bien, je propose de clôturer le conseil municipal. Pardon, Patrice. J'ai la réponse. Donc, la recette énergétique du SMPRB s'élève à 2,46 millions d'euros cette année pour 35 000 MWh vendus. Et elles sont en hausse de 1,2 million par rapport à 2020.
Les rapports d'activité du SNPRB sont aussi disponibles sur leur site. Vous avez plus de détails. On est sur la période 2021, donc on aura l'impact 2022 plus tard. Ah ben, il y aura 2022, mais... Non mais vous pouvez pas avoir les chiffres. Non mais ça veut dire que rien que sur 2021, on avait déjà 1,2. On peut espérer de l'ordre de 3 à 4 minimum sur 2022. Vous pensez que le SNPRB va vite financer sa nouvelle unité de... C'est ce que non mais c'est intéressant de se dire qu'on va peut-être avoir suffisamment de gains pour effectivement financer les opérations. Okay. Merci d'avoir pu trouver la réponse au cours de l'histoire. En vous remerciant de votre participation au conseil de ce soir, je vous souhaite une bonne fin de soirée.